Merci. Bonjour. Je vais parler de deux choses, de programmation parallèle, mais pour être un peu plus précis pour notre cas, on va parler de programmation non euclidienne, parce que avoir des threads qui tournent et qui se rencontrent jamais, ça nous aiderait pas beaucoup. Et on préfère que ça se passe avant la mort thermique de l'univers, voire la fin du week-end. Donc, vous allez trouver beaucoup de redites par rapport au talk précédent et je remercie Adrien tous les détails qu'il nous a donnés. On va commencer par un peu de philosophie de pourquoi paralléliser en disant que ça fait un moment qu'on nous prédit la fin de la loi de Moore qui à la base était une simple observation de 65, donc bien avant les processeurs. Dans son article qu'on pourrait traduire par bourrer plus de composants dans les circuits intégrés, et c'est osé, hein, comme fit en, en log à partir de 4 ou 5 points, on est avant les microprocesseurs. Alors, le bon côté, c'est que ça a continué pendant 50 ans, cette affaire, et le nombre de transistors dans un circuit intégré dense a continué à doubler à peu près tous les 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces transistors? Bah, plus de registres, plus de cache mémoire, plus d'instructions processeurs, on augmente la taille des bus, on est passé de 4 bits à 64. On a ajouté la gestion de mémoire, des unités de calcul, une puis plusieurs, des unités arithmétiques et logiques, puis virgule flottante, les mêmes mais en vectoriel. Et on a accru la profondeur des pipelines depuis plus de 30 ans. On a augmenté la complexité des prédicteurs de branches et des unités d'exécution hors d'ordre, mais là, on se prend des murs. On se prend le mur de la chaleur, de la puissance dissipée, qui comprend un terme proportionnel à la fréquence. Donc vers 2004, bah, il a fallu se calmer. On s'est donc pris un mur de la fréquence, et donc ça fait presque 20 ans que free lunch is over, il faut faire avec. On est parti de détails de la taille de 10 microns, et là, on est à 10 nanomètres, ce qui a été plus difficile. Ensuite, les autres constructeurs ont commencé à jouer sur la définition de ce qu'on appelle les tailles caractéristiques. Mais bon, dans la roadmap, on prévoit encore d'aller à 14 angstroms, et donc on va se prendre le mur quantique dans la vue, sans parler du mur de l'argent, parce que c'est Chicken Run, le premier des grands fondeurs qui va dire bon, ok, c'est bon, on arrête les frais, les usines à plusieurs milliards de dollars, est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Donc, si on revient sur le mur de la fréquence ou le mur de la puissance dissipée, déjà que ça ressemblait à des fours électriques qu'on avait sur les genoux, il faudrait pas qu'on ait un réacteur nucléaire non plus, et c'était il y a 10 ans. Un autre point de vue de ce mur de la consommation électrique, c'est que la technologie de l'information, c'est une partie croissante d'une énergie chère, rare et sale. Donc, il y a quelques années, le centre de calcul de l'IN2P3 avait des perspectives à 1 million d'euros de fluide, c'est-à-dire d'électricité par an. Là, on est quelque part entre 2 et 3 millions, 3. Et on a quelques supercomputers exascale dans le monde, mais voilà, comment ne pas avoir des dizaines de millions de dollars d'électricité par an? Et donc, pour l'instant, au niveau des ordinateurs du quotidien, ben, ça se voit pas. Là aussi, il y a une loi, la loi de Coumet, depuis 50 ans, mais ça commence à se tasser. En fait, la pente initiale était quand même bien plus élevée que ce à quoi on arrive. Et donc, pour augmenter le taux de puissance par million d'instructions par seconde ou par million d'instructions flottantes par seconde, ben, on change d'architecture. L'ancêtre de l'ARM, déjà il y a plus de 12 ans, disait ok, on va être 5 fois plus rapide, mais on va utiliser 80 fois moins d'énergie. Un autre mur qu'on se prend, qui a été souligné par Adrien, c'est le mur de la mémoire. Ça veut dire
La DRAM prend 7% de performance par an, ou au moins c'était vrai il y a une dizaine d'années, et les processeurs étaient sur la loi de Moore avec leurs 60% par an, donc le gap de performance entre les deux augmente de 50% par an. Pourquoi? Alors, que les électroniciens, s'il y en a, me pardonnent, je vais faire une approximation extrêmement sauvage. On a une tension quelque part dans la mémoire et on veut l'amener dans un registre du CPU qu'on modélisera par une capacité. Il va falloir pousser les données à travers des fils qui vont se comporter comme un circuit RC. Donc, soit on accepte le temps de réponse, le temps de charger le condensateur à la bonne tension, avec un temps proportionnel à RC, donc proportionnel aussi à la distance à laquelle on se trouve, avec la résistance. Ou alors on accepte de pousser un peu plus d'intensité dans le circuit, et donc on consomme plus. Et la physique donc nous enseigne, la communication est lente, gourmande, ou les deux. Et donc c'est pour ça qu'on a une hiérarchie de mémoire avec les registres du CPU, les caches de niveau 1, 2, 3, puis la mémoire principale, puis le disque, puis Internet, des petites quantités de mémoire proches du CPU, mais de la mémoire rapide, et des grandes quantités de mémoire, mais lentes quand on s'éloigne du CPU. Et donc, il faut le nourrir, ce CPU. Comme disait Adrien, certains problèmes seront memory bound, et la distinction entre ceux qui sont liés, enfin, limités par la mémoire et limités par le CPU, c'est lié souvent à ce qu'on appelle leur intensité arithmétique. Pour un problème de taille n, combien d'opérations? Donc si vous faites un produit scalaire, vous avez de l'ordre de n données et de l'ordre de n opérations. Bon, 2n, mais c'est grand taux de n. Convolution, c'est pareil. Donc vous avez à peu près besoin d'autant de déplacement en mémoire que de temps de calcul dans le CPU. Si vous faites un produit matrice vecteur, ça devrait être mieux, mais en fait, on a aussi n carré data à déplacer et à peu près n carré opération. Donc on n'a rien gagné. C'est à partir du moment où on arrive au produit de matrice, où là, on a 2 n carré de données à déplacer et n cube opération, et là, l'intensité arithmétique commence à jouer en notre faveur. Donc ça marche également pour les inversions de matrice, les diagonalisations, les produits de Bessel, les transformés de Fourier, les transformés de Bessel. Donc on se retrouve avec le marteau de Maslow. Si le seul outil que vous ayez c'est un marteau, vous voyez tous les problèmes comme un clou. Et si le seul outil que vous avez c'est un GPU, il faut voir les choses en termes de produits de matrice. Donc sans détailler les architectures, on est tous partis de machines de Turing pour les implémenter le plus souvent avec des architectures de von Neumann, dans laquelle on va lire sur la bande donc la mémoire, les données qu'on va traiter avec les unités de contrôle et d'arithmétique, puis après on va réécrire les données. Donc vous allez avoir ici le goulet d'étranglement de von Neumann. Dans les années 90-2000, vous aviez les DSP qui étaient assez populaires avec leur architecture de Harvard, où on essaie de gruger en ayant deux mémoires, une pour les instructions et une pour les données. Et finalement, les processeurs contemporains, avec leur cache d'instructions et leur cache de données, même s'ils prétendent être du von Neumann, ils incorporent un peu d'architecture de Harvard. Alors là encore, ça nous appelle à se dire que si on veut parler de performance, il faut connaître le temps que ça prend au sein du processeur et connaître cette hiérarchie de temps pour optimiser nos codes avec des choses qui évoluent très vite dans le mauvais sens, les misprédictions de branches, les cache miss et les locks de thread. Donc, parmi les outils qui permettent de connaître notre outil, il y a HWLockLS, donc ça c'est sur une machine d'il y a presque 10 ans. Du cache L3, on peut savoir combien on en a, de la mémoire
et du disque, on peut savoir combien on en a, de la mémoire, voilà. Un cache L3 de 8 mégas, des caches L2 de 256 kg, et puis 32 kg de cache L1 en instruction et en données. Et sur des machines plus récentes, bon, bah, on double la mémoire, et puis on triple le cache L3, mais bon, finalement, on a 2 fois plus de cœurs, donc pourquoi pas. On multiplie par 5 le cache L2, on ajoute seulement 50% au cache L1 de données, et le cache L1 d'instruction n'a pas bougé. Donc pourquoi paralléliser? C'est aussi parce qu'on va vous le demander. Là, vous allez sortir de cette école, donc vous allez être considérés comme des brutes, et vous allez avoir des collègues qui vont dire je pourrais en avoir un peu. Donc j'ajoute quelques éléments de terminologie. En tant que développeur, on est focalisé la plupart du temps sur la séquentialité, parce que en programmation impérative, on a une séquence d'instructions. On peut voir notre programme comme une shopping list ou une recette de cuisine qu'on exécute dans l'ordre. Donc c'est essentiel dans notre style de pensée de ce qu'on code. Mais en fait, cette séquentialité, si on a un seul processeur, les tâches qu'elle décrit vont être exécutées l'une après l'autre. Souvent, cet ordre est obligatoire, c'est-à-dire si on changeait cet ordre, ça ne donnerait pas le bon résultat. Mais parfois, c'est contingent. Et donc, on a le droit de permuter les tâches sans changer le résultat. Donc, si on peut identifier ces tâches permutables, on peut les exécuter dans le désordre, et si on a plusieurs processeurs, on peut les exécuter de manière concurrente. Donc, c'est ça qu'on va chercher. Et en fait, cette recherche de concurrence dans un programme, dans un algo, c'est un processus d'industrialisation. Ça nous sert à exprimer les mêmes choses en les partageant entre différents acteurs. Donc, on a parlé de tâches, c'est quelque chose qui se passe au niveau logique de l'algorithme. On veut identifier des tâches et parmi celles-ci, celles qui ne dépendent pas de l'ordre. Mais au niveau physique, on veut assigner ces tâches à des threads d'exécution. Et pour ceux qui codaient déjà avant 2004, hein, quand les processeurs multicore ne couraient pas les rues, on pouvait faire du multitasking sur un processeur. Et quand vous développez du code pour le paralléliser, c'est généralement une bonne idée de commencer par voir si votre concurrence marche même avec un seul processeur. Alors ça se faisait avec du time sharing depuis les débuts de Unix, et puis vous pouvez avoir du context switching entre les différents threads. Donc si vous avez un multiprocesseur, certains processeurs peuvent se voir assigner une ou plusieurs tâches. Donc ce qu'on va appeler la programmation parallèle ou le multiprocessing, c'est de la programmation concurrente sur un multiprocesseur. Ce qui nous amène à considérer deux types de boucles. Alors il y a ce qu'on appelle des itérations. Quand vous poncez, vous allez poncer d'abord avec le gros grain, puis avec le grain intermédiaire, puis avec le grain fin. C'est un processus itératif. Vous ne pouvez pas le faire dans le désordre. Le résultat ne sera pas bon. Et si vos itérations sont indépendantes des précédentes, alors on parlera plutôt de duplication ou de n-duplication que d'itération à proprement parler. Et c'est là où on peut se trouver avec des problèmes qui sont souvent qualifiés de embarrassingly parallel, ceux qui exhibent la concurrence la plus faible, la concurrence la plus facile à expliciter. Ils sont aussi découplés que possible, mais en fait, il faudra les appeler délicieusement parallèles parce que je ne vois pas ce qu'il y a d'embarrassant à calculer quelque chose qui se parallélise aussi bien. Donc, en physique des particules, chaque événement est indépendant. On peut le calculer sur un processeur différent, sur un nœud différent, dans un process différent, et c'est souvent ce qui donne du processing distribué. Ensuite, un autre aspect de programmation, c'est quand on va appliquer avec ce genre de boucle de n-duplication une fonction sur une collection d'objets,
la collection des résultats de cette application sera indépendante de l'ordre d'application de cette fonction. Et pour que ça se passe bien comme ça, on a besoin d'une fonction dite pure, c'est-à-dire une fonction informatique qui soit aussi proche que possible d'une fonction mathématique. Les fonctions, il faut que la valeur retournée par la fonction soit identique pour des arguments identiques. Donc ça, c'est ce qu'on... Pour faire ça, il faut qu'il n'y ait pas d'influence de variables locales. Il faut local statique ou global. Il ne faut pas qu'il y ait d'entrée de données, c'est-à-dire on a un algorithme déterministe pour produire le résultat dans la fonction, et avec une entrée particulière, on va toujours produire le même résultat avec la machine sous-jacente qui passe par la même séquence d'états. On parle également de transparence référentielle pour ce genre de fonction. Un autre aspect pour que la fonction soit pure, donc déterministe, et sans effet de bord. Alors, non seulement on ne doit pas dépendre de variables locales statiques, globales, mutable et autres, mais on ne doit pas avoir de mutation de ces variables-là aussi. Alors, pratiquement, c'est la partie la plus facile du paradigme fonctionnel. Pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'évoquer les monades, vous n'avez pas besoin d'évoquer les endofoncteurs, c'est bon, on peut y arriver, même en Fortran. Donc, pour que votre fonction soit pure, il faut que les arguments d'entrée soient passés comme des consts C++ ou en intent-in pour Fortran. Il faut que votre évaluation ne dépende pas de variables comme des variables communes en Fortran, mais vous pouvez utiliser des paramètres de modules, donc c'est un petit peu des consts ou des consts experts, ou des variables protégées que seul le module peut modifier, mais pas l'extérieur. Pareil pour C++. Autre contrainte, une fonction pure ne peut appeler que des fonctions pures. Et vous n'avez pas le droit de jeter des exceptions quand vous êtes dans cette fonction, ce qui en calcul peut être problématique. Et là, on verra dans les parties virgules flottantes cet après-midi que c'est pas neutre. Donc, la transparence référentielle, le fait qu'on puisse remplacer l'expression par sa valeur, l'appel à la fonction par le résultat, sans changer le comportement du programme, ça permet la mémorisation, c'est-à-dire vous stockez les résultats de votre fonction une fois qu'ils sont calculés. C'est un type spécifique de lookup table. Ça marche dans une certaine mesure parce que ça va un peu à l'encontre de garder les choses chaudes dans le cache. Mais c'est quelque chose à garder en tête. Alors, un petit mot toutefois, si vous commencez à vouloir faire en même temps, si vous avez plutôt une pratique du paradigme orienté objet, si vous voulez ajouter cette partie facile du paradigme fonctionnel qui est la pureté, à un moment, ça va changer votre style orienté objet. En orienté objet, on a un objet, on va dire un Rubik's Cube, et des méthodes qui vont aller le triturer. Vous avez un essaim de méthodes qui vont jouer autour de vos données. Et certaines de ces méthodes sont void. Elles renvoient rien que l'objet modifié. Et en mode fonctionnel, une fonction qui renvoie void, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les fonctions ne sont pas pures? Bon, elles sont damnées, c'est certain, mais voilà, ça peut arriver quand on a des entrées-sorties. Parce que si on affiche quelque chose ou qu'on va lire quelque chose sur le disque, ça se passe dans un certain ordre. Et vous pouvez voir votre disque comme un objet global. Donc on a dit pur, on ne modifie pas des objets globaux. Si vous avez des choses qui dépendent des interactions avec le monde extérieur à travers le hardware, bah,
l'environnement, c'est une sacrée variable globale. Donc, c'est un peu compromis. Si dans votre programme, vous avez des données qui dépendent du temps, bah, là aussi, le temps, c'est une variable globale, donc ça va poser un problème. Et si votre fonction lance une exception, elle ne renvoie pas une valeur du type attendu, probablement si c'est du calcul parce que vous sortez du domaine de définition des arguments. Et donc ça nous amène à quelque chose qu'on évoquera aussi cet après-midi sur la virgule flottante, au fait que une fonction mathématique, elle n'est pas seulement pure, mais elle vise aussi à la totalité, c'est-à-dire avoir une extension maximum de son domaine de définition. Donc, comme la plupart des générateurs aléatoires dépendent d'un état caché, qui va changer à chaque appel, ça dépend de l'ordre dans lequel c'est fait, et avoir des générateurs aléatoires compatibles, enfin purs, ça existe, donc vous avez des choses comme random 1, 2, 3, mais ne pas utiliser le premier random générateur qui vous passe sous la main. Et bon, comme disait Keynes, dans le long terme, on est tous morts, et c'est une autre abstraction que de parler de pureté, parce que aucune fonction informatique ne pourra jamais être pure, elle va consommer de l'énergie, augmenter l'entropie de l'univers, c'est une variable globale, on est cuit. Alors, Fortran 2023, qui va être voté cette semaine ou pas loin, va plus loin en ajoutant au sein des fonctions pures ce qu'on appelle les fonctions simples. C'est une espèce de réponse du berger à la bergère du constexpert en C++. En gros, non seulement elles n'ont pas le droit de modifier des variables globales extérieures, mais elles doivent même pas pouvoir utiliser un paramètre qui ne vienne pas de chez elles. C'est un point de détail. Mais la plupart des fonctions mathématiques de la bibliothèque sont des fonctions simples, donc on utilise déjà ce concept sans le savoir. Je rebondis sur les appels à précaution que nous envoyait déjà Adrien. Comme l'ordre des évaluations en virgule flottante dépend de l'ordre des évaluations, enfin, le résultat de l'évaluation dépend de l'ordre d'évaluation, les opérations en virgule flottante n'étant pas associatives à cause des arrondis, contrairement au nombre réel correspondant. Si vous exécutez les choses dans le désordre, ça peut avoir d'infimes perturbations, et les compilateurs, généralement, font des checks de pureté sur vos fonctions qui ne prennent pas en compte ces aspects-là. Quand vous avez des architectures hétérogènes, et je pense que c'est un peu le thème de la semaine, hein, vous pouvez avoir votre code qui s'exécute sur des architectures différentes et qui va avoir des ordres d'exécution différents. Donc, c'est quelque chose à garder dans le fond de sa tête pour le cas où on aurait des problèmes. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh ben, d'une part, on veut des fonctions réentrantes, c'est-à-dire si vous avez la même fonction qui soit appelée plusieurs fois, elle ne va pas affecter les résultats des autres instances qui tournent. Sur un processeur, sur un système à un seul processeur, si ça existe encore, vous pouvez interrompre votre procédure par un autre thread au milieu de l'exécution par le système, par exemple, et la rappeler à nouveau sans que ça ait changé le résultat. Donc ça a des conséquences. Il ne faut pas que ça ait de données statiques ou globales non constantes sans synchronisation. Le code ne peut pas se modifier, mais qui fait encore ça. Et du code réentrant ne peut pas appeler du code non réentrant. Donc là, il y a une petite nuance avec ce qu'on appelle la thread safety. Du code thread safe, lui, il peut manipuler
des données de structure de sorte à ce que tous les threads remplissent leurs spécifications sans interaction non voulue, pas de data race comme on dit. Et ces deux définitions ne sont pas mutuellement, ne se garantissent pas mutuellement. Vous pouvez construire des cas où vous avez des choses qui sont réentrantes mais pas thread safe, et thread safe mais pas réentrantes. Donc, avant de passer à la vectorisation, un autre terme de vocabulaire, une section critique du code, c'est une partie où des accès concurrents à des ressources partagées amèneraient à un comportement erroné. Et donc, il faut protéger ces accès, ce qui se fait généralement avec des locks ou des exclusions mutuelles, ce que certains appellent des objets protégés. On parle aussi d'instructions atomiques. Donc, pendant une section critique, on perd tout l'intérêt d'avoir un multiprocesseur. Donc, c'est quand même des choses à faire, à manipuler avec attention. Parfois, bon, c'est nécessaire, il faut le faire, mais il faut s'arranger pour le mettre au bon endroit, et ça amène à toutes sortes de joyeusetés, comme des deadlocks quand les points de synchronisation ou de rendez-vous se marchent sur les pieds, se bloquent mutuellement. Et donc, parfois, une tâche doit attendre pour la complétion d'une autre. Ça. Donc, on a parlé de parallélisation en général, et dans le monde du HPC, les programmes qui rament sont considérés comme très dégueulasses. Les développeurs qui investiguent sur ces crimes contre la programmation font partie d'une unité d'élite, l'unité spéciale pour la vecto. Alors, comment on s'arrange pour avoir plusieurs exécutions? Ben, le plus simple, le plus ancien, c'est les process. On a des environnements bien séparés qui ne partagent pas la mémoire. Donc ça s'applique assez bien au problème embarrassingly parallèle, comme en physique des particules. Quand vous voulez vraiment, vous avez dans Unix des processus, des moyens de communication interprocess, les pipes, la mémoire partagée, les sémaphores. Et puis, vous pouvez déployer ce genre de choses à travers le réseau avec des systèmes de passage de messages comme MPI. Ça commence à avoir un certain âge, ça reste une bonne manière de faire. Puis plus tard, à partir des années 95-2000, on a commencé à avoir des threads, c'est-à-dire des processus légers qui peuvent plus facilement partager de la mémoire. Par rapport à l'overhead administratif de gestion d'un process, c'est ça qui justifie le terme de léger, mais c'est relatif, hein. Donc vous avez les pthread C++, POSIXthread, vous avez les tâches en ADA, vous avez la notion d'objet protégé aussi en ADA, et le système de shared memory sur les Symmetric Multiprocessing Machines donnait naissance à OpenMP, une norme qui permet de relativement facilement exploiter ces threads. Mais là, quand on arrive à un certain niveau, donc vous voyez, on est parti des process pour aller au thread, mais est-ce qu'on pourrait exprimer du parallélisme pour des opérations vraiment élémentaires? C'est-à-dire, on ne va pas lancer un thread pour faire une addition. C'est pas rentable, ou une multiplication. Donc, si on ne peut pas utiliser thread, on va se tourner vers du instruction level parallelism. Alors, soit les processeurs vectoriels à la craie, qui faisaient de single instruction multiple data, mais quand on parle de SIMD contemporains sur les processeurs actuels, on a des SIMD de taille fixée. Donc, même quand on fait de la vectorisation, on n'est pas sur des processeurs craie. Donc, ça remonte aussi à assez longtemps. Ça a commencé avec MMX, SSE, AVX, AVX 512. Puis entre le moment où le concept est lancé, 2008, et où les premiers processeurs sortent,
Pareil pour AVX 512, entre 2013 et 2017, il y a quand même pas mal de temps qui s'écoule. Alors pour essayer de voir un peu à quoi ça ressemble, le Instruction Level Parallelism, même en étant un programmeur séquentiel, on connaît le parallélisme au niveau des bits. On peut faire un AND ou un OR ou une opération logique sur 8, 16, 32, 64 bits d'un seul coup, ça ne nous étonne pas. En fait, l'idée derrière la vectorisation, c'est de faire la même chose, mais avec 2, 4, 8 ou 16 flottants d'un seul coup. Les entiers à la limite, mais... Et donc, de la même manière que on ne ferait pas un AND ou un OR avec des bits qui ne seraient pas alignés sur les octets ou les words ou les long words, on a besoin d'aligner notre paquet de 2, 4, 8, 16 floats sur des limites mémoire. Et donc, ça nous incite à ordonner nos données de même nature comme un tableau aligné et contigu. Il nous faut les deux. Et donc, pour ces exigences de contiguïté des données, comme l'évoquait Adrien tout à l'heure, on va préférer une structure qui va contenir tous nos tableaux à ce que, en orienté objet classique, on aura plutôt une collection d'objets. Donc voilà, cette transposition est fondamentale pour la performance. Donc, de la même manière que l'exhibition de la concurrence, la vectorisation, c'est un processus industriel, on peut imaginer plusieurs lignes de prod qui tournent en parallèle, d'accord? Donc c'est une première chose. Mais au sein de cette ligne de prod, on a quand même un opérateur vectoriel, il vise deux boulons à la fois. Bon, si on avait Shiva, ça marcherait mieux. Et donc, d'un point de vue stratégique, vous devez organiser une prise en tenaille de votre performance. Vous allez paralléliser par les grandes tâches, from the top, et vous allez vectoriser votre calcul par en bas, c'est-à-dire vous arranger pour que, au niveau élémentaire, ça se passe bien. Donc, la parallélisation serait plusieurs lignes comme celle-là. La vectorisation, c'est le fait que certaines opérations vont visser deux boulons d'un coup. Et en plus, vous voulez garder les choses dans le cache, c'est-à-dire les données qui sont exploitées là, c'est même du pipelining auquel on assiste. Donc voilà, vous avez une opération combinée à gérer d'un point de vue stratégique. Alors comment on fait en pratique? Alors soit vous allez à la main avec des instructions de bas niveau, éventuellement encapsulées dans des bibliothèques d'intrinsèques, vous allez poupougner votre code vectoriel, hein, et puis quand il va y avoir une nouvelle évolution, vous ne tirerez pas profit des performances de ce nouveau code. Vous pouvez, et c'est vivement recommandé, utiliser des bibliothèques vectorielles qui font le boulot à votre place et qui s'adapteront à ces nouveaux jeux d'instructions. Et ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est laisser le boulot au compilateur, mais ça exige deux choses. Quelque chose au niveau du langage, d'un point de vue haut niveau, c'est d'exprimer ce parallélisme des données. Ça se fait bien quand vous avez des tableaux que vous pouvez utiliser de manière performante, comme à la MATLAB ou ce qui a été aussi très utilisé à partir de Fortran 90. Mais ce qui est le plus difficile et qui ne va pas dépendre vraiment du langage, mais plutôt des subtilités du compilateur, c'est de fournir des incentives, fournir des pistes au compilateur pour qu'il repère et la contiguïté des données et son alignement. Et ça, c'est une partie qui est vraiment pas facile. C'est un aspect plus de bas niveau qu'on est obligé de gérer dans une expression d'algorithme de haut niveau. Et donc, comment vérifier que ça a été fait proprement? Bon, alors, chaque compilateur va avoir une série de flags pour vous dire ce qu'il fait, s'il le fait. Et, il faut apprendre à les lire, à les utiliser et à lire le report. Vous pouvez aller regarder l'assembleur, mais faut aimer quoi. Utiliser Macao, ça c'est très bien. Et
ça pique un peu. Et aussi indirectement perf. Donc, je conclus cette partie de vectorisation sur une bonne pratique pour les calculs qui est d'exprimer les choses à un haut niveau d'abstraction comme les nombres complexes. On peut voir les calculs avec des nombres complexes comme une vectorisation symbolique. Votre nombre embarque deux composantes, donc d'une certaine manière, c'est de la vectorisation. Par contre, cette vectorisation symbolique empêche la vectorisation pratique, parce que là, votre produit de complexe, alors on peut éventuellement le faire d'une manière un tout petit peu plus subtile, mais ça ne changerait pas le fond de l'histoire. Vous allez éventuellement vous dire, ah bah oui, si je mets A en face de C et B en face de D, ah ouais, mais il y a quand même le signe moins, ça va pas marcher. Et puis à l'opération d'après, ouais, je suis complètement dans le flou. Donc, si vous essayez de vectoriser ça, ça vous donnera rien. Par contre, si vous pouvez ranger non pas A, mais un vecteur de 4A, un vecteur de 4B, un vecteur de 4C, un vecteur de 4D, là, vous allez pouvoir bénéficier d'instructions vectorielles. Voilà, c'était une espèce de panorama de méthodes sur la parallélisation et la vectorisation et la nuance entre les deux. Je vais en profiter un petit peu que vous reveniez à vos places pour vous présenter typiquement une architecture un petit peu plus récente. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous avez montré de Vincent tout à l'heure. Donc ça, c'est l'architecture de mon laptop qui est là, qui est assez récent. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a le concept de cœur pour faire du calcul, donc qui ont vraiment la même tête que les cœurs qu'on vous a déjà présentés, où vous avez le cache L3 qui est commun à cache L2 et cache L1 des données, cache L1 des instructions, et vous avez de l'hyperthreading par cœur. Et vous avez aussi le concept de cœurs qui sont économes en énergie. Et donc là, vous voyez qu'en fait, le cache L2, il est commun aussi à ces petits cœurs-là. Il n'y a pas d'hyperthreading. Et il y a aussi le fait que si vous regardez, vous voyez que en fait, le cache, le cache L1 des instructions ici est plus grand et là il est plus petit. Le cache L1 des données, là il est plus petit et là il est plus grand. Et le cache L2, pareil, n'a pas la même taille de côté. Donc pour le coup, c'est une grosse galère à programmer. Mais la bonne nouvelle, c'est que TBB gère ça très bien à votre place. Donc voilà pour le petit interlude.